Smart et philo. Tiens, on va associer deux mots qui, comme ça, de prime abord, on ne les marie pas naturellement. Innovation et philosophie. Mais si, c'est possible. Vous allez le voir avec Xavier Pavie, philosophe. Bonjour Xavier. Bonjour. Et vous êtes professeur à l'ESSEC Business School. L'idée d'associer innovation et philosophie, c'est vous qui portez cette chronique aujourd'hui. D'abord, est-ce qu'on peut marier ces deux mots? Est-ce que c'est un terrain de recherche pour le philosophe, la notion, je dirais presque, éthique de l'innovation? Le terrain de la philosophie, c'est le quotidien. Le terrain d'aujourd'hui, c'est aussi l'économie. Et le terrain économique ne peut exister sans innovation. Donc, à l'évidence, la philosophie et l'innovation doivent se marier l'un et l'autre. Nous avons besoin de trouver à la fois des objets. L'innovation est un objet particulièrement intéressant pour la philosophie. Il est dans notre quotidien. Il est les caméras qui sont autour de nous. Il est ce tableau, il est ce micro, il est à la fois vos paires de lunettes, les miennes, etc. Ça veut dire quoi, innovation, à travers la fenêtre d'un philosophe? Ça veut dire, parce que c'est un vrai débat politique qui est posé lorsqu'on parle d'innovation, et donc il interpelle le philosophe. L'innovation, c'est le bien pour tous, pour améliorer notre vie quotidienne. Et puis, le versant négatif, c'est que l'innovation, c'est mauvais pour notre santé, c'est mauvais pour ce qu'on ingère. Comment se situe le philosophe sur ce débat-là qui est posé? Je ne crois pas qu'il faille le voir d'une manière dichotomique. Il y a d'une part l'innovation. L'innovation est, comme je l'ai dit, autour de nous et elle a toujours été. Nous l'avons nommé à partir à peu près du Moyen-Âge. Il a été défini par Schumpeter en 1911, la théorie du développement économique, dans lequel il va effectivement y avoir un développement économique grâce à l'innovation et les organisations vont développer des produits, des services, des commercialisations, etc., etc. La difficulté est qu'aujourd'hui, cette innovation nous écrase. Elle écrase l'ensemble de la société pour plusieurs raisons. Elle nous dépasse même parfois. Oui, oui, on peut avoir le mot de dépassement si on n'arrive pas à la maîtriser. Et de ce titre-là, vous avez raison de l'utiliser. C'est dans ce sens-là que vous l'utilisez. Et donc, elle nous dépasse et nous écrase en même temps. Vous avez parfaitement raison. La difficulté, c'est que cette dimension-là est liée à la compétitivité. Plus nous avons de compétition, plus nous avons globalement d'innovation. C'est Adam Smith, c'est tout ce que l'on connaît. Cette dimension-là fait qu'aujourd'hui, nous avons des conséquences considérables. Des conséquences qui sont évidemment environnementales, tout le monde le sait. Et on en parle tous les jours, dans tous les journaux, vous en parlez évidemment régulièrement. Mais pas que. L'innovation, ça a des conséquences environnementales, ça a des conséquences politiques, ça a des conséquences humaines. 3 dimensions dans lequel le philosophe ne peut pas s'extraire. Le philosophe ne peut pas être dans une forme de tour d'ivoire ou alors se draper, si vous voulez, dans sa toge et dire « ça ne me concerne pas ». C'est le quotidien. À l'évidence, ça doit concerner le philosophe, ou en tout cas, il doit y aller. Vous, le philosophe, sans vous prendre au piège, évidemment, mais qu'est-ce que vous en pensez de l'innovation, de cette innovation? Vous qui observez le monde en étant au plus près des réalités, puisque vous n'êtes pas dans une tour d'ivoire. Qu'est-ce que ça dit? Il y a une notion, vous dites, de transcendance dans l'innovation, c'est-à-dire qu'on va encore plus haut, toujours plus haut, puis certains disent, mais pourquoi aller si haut alors que, regardez, la nature est là, la terre est là, et on pourrait très bien subvenir à nos propres besoins. Il y a quand même un courant modeste, mais qui existe. Comment vous le regardez, vous, ce débat? C'est une réduction à la fois du philosophe et à la fois de ce que l'on peut dire de l'innovation à proprement parler. L'innovation, on ne peut pas s'en extraire, comme je l'ai dit. On ne peut pas non plus se dire qu'il n'y a pas d'innovation possible pour un bien commun. Qui serait contre, je dis, la 5G par exemple, pour aider à soigner des personnes, notamment dans les campagnes en Inde, en Chine, même en France? Qui pourrait être contre une intelligence artificielle qui vous permet de mieux détecter des maladies? Ou alors de mieux, par exemple, avoir une agriculture plus profitable, si vous voulez, parce qu'on va connaître la météo, parce que l'on va connaître mieux les sols, etc. Qui pourrait être contre ça? Parce que finalement, on va donner mieux à manger, on va soigner mieux. C'est de l'innovation. Le philosophe ne peut pas s'extraire de ça. Ce serait d'une certaine manière un peu machiavélique de sa part. Mais il est quoi? Le philosophe est aussi une forme de garant de l'éthique, de son encadrement, de la manière dont on l'observe et qu'on la produit, cette innovation, parce qu'il y a l'intelligence artificielle, il y a le transhumanisme, il y a tous ces sujets qui sont posés et qui doivent interpeller le philosophe, j'imagine. En fait, avec cette question-là, vous rentrez complètement dans le cœur du sujet, c'est l'innovation responsable. Et cette dimension d'innovation responsable, à l'évidence, doit être celle qui doit être portée, non pas par les philosophes, ils peuvent aider à aller vers cela, mais c'est par les innovateurs eux-mêmes. D'une certaine manière, nous avons innové, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis 1911 avec Joseph Schumpeter, avec une forme d'innovation qui est la recherche de la performance économique, le profit. Dont on voit les limites, si je m'autorise. Vous avez raison. Donc beaucoup de citoyens disent on en voit les limites de cette innovation. On en voit les limites, je les ai dit, une limite sur la question politique, une limite sur la question environnementale, une limite sur la question humaine. Et donc, nous avons à repenser l'innovation et
à ce titre-là, peut-être qu'il existe d'autres disciplines. Je ne crois pas qu'il existe autre chose que la philosophie pour aider à repenser l'innovation à travers ces processus. En quoi, si vous étiez invité, qui n'existe pas encore d'ailleurs, une forme de comité de philosophes qui viendrait accompagner les scientifiques pour les aider justement à avoir, et les politiques, une innovation responsable, qu'est-ce que vous diriez autour de cette table, vous? Attention, danger, prenez le temps de regarder ce que vous faites, analysez les conséquences de cette innovation. C'est ça tous les sujets qui sont posés et qui vous traversent finalement. Deux choses. La première chose, c'est que je ne suis pas convaincu qu'il faille une sorte de conseil de philosophique plutôt que de dire « formez-vous à la philosophie ». Je préfère avoir des personnes... Individuellement. Absolument. Je préfère avoir des personnes qui dirigent en étant philosophes plutôt que des conseillers. Je l'ai déjà cité ici, sur ce plateau, mais Platon, quand il est allé voir le tyran de Syracuse, ça n'a pas fonctionné. Donc par contre, la question de la formation est importante. Deuxième chose qui est fondamentale, si je vous dis que vous serez plus performant en étant plus responsable, là je vais avoir l'oreille à la fois des politiques, à la fois possiblement des dirigeants. Évidemment. Si l'on vous cite parmi d'autres, des entreprises comme Ben & Jerry, comme Patagonia, comme Innocent, comme Interface par exemple, ce sont des entreprises qui fonctionnent, qui sont responsables d'une manière générale, à la fois sur l'humain, à la fois sur la planète. Il y a quelque chose à dire ici. Entreprise très avancée d'ailleurs, hein. Patagonia qui va très très loin. C'est une entreprise privée mais qui a une philosophie, c'est le cas de le dire. Donc vous ne croyez pas au comité Théodule ou aux organismes de régulation qui viendraient cadrer. Vous pensez plutôt que c'est le décideur, l'homme, qui doit se doter d'outils philosophiques pour mieux décider, on est bien d'accord? D'autant plus que la philosophie croit en l'humain. La philosophie ne croit pas en des process. La philosophie croit en l'homme, par définition. Et donc c'est auprès de l'homme que l'on doit essayer de travailler. Et auprès de l'homme que l'on doit essayer de lui faire prendre conscience de ce qu'il fait, la maîtrise de soi, ce qui dépend de soi et ce qui n'en dépend pas. Pourquoi est-ce que l'on veut autant de pouvoir, autant de gloire, autant d'argent? Toutes ces questions-là sont finalement importantes. Et quand vous posez la question à Yvan Chouinard, que vous citiez avec Patagonia, c'est exactement l'exemple. C'est vrai qu'il a une vision qui est totalement disruptive de ce qu'on peut entendre parfois d'une manière traditionnelle chez un grand patron d'une marque aussi célèbre. C'est ça. Pour vous, c'est un philosophe, Yvan Chouinard, à sa manière, il est habité par certains outils philosophiques? Absolument. Et c'est un excellent exemple, comme d'autres. Interface est un bon exemple également. L'entreprise est un outil au service de la philosophie. Elle est pour lui au service de la planète, comme elle peut être au service de la politique, au service de l'humain, par exemple. Il faut se rendre compte à quel est le but, finalement, de l'entreprise. Et dès lors, quel est le but de l'innovation? L'entreprise et l'innovation doivent avoir une mission. On entend parler parfois, évidemment, des entreprises à mission. L'innovation a également une mission qui n'est pas forcément la performance économique. Ça, on a bien entendu. Xavier Pavie, merci. Philosophe, vous avez des étudiants, vous leur enseignez la philo comme ça, vos étudiants? Absolument. C'est ça l'objectif d'intégrer un philosophe dans une école où on fait du business, où on apprend le business. Mais de cette manière-là, et j'y vais juste après notre entretien. Et comment ils réagissent, vos étudiants, là, parce que ces étudiants rêvent de devenir un jour décideur, grand patron, et de remplacer Steve Jobs ou Jeff Bezos. Qu'est-ce qu'ils vous répondent quand vous leur parlez comme ça? Il y a derrière ces étudiants-là une sorte de enfin, une sorte de on peut avoir des clés, une sorte de c'est possible de lier les deux. Et il n'y a pas cette forme de dichotomie en disant il y a la philosophie ici, il y a le business de ce côté-là. Et à ces endroits-là, on arrive à faire des chemins qui se croisent. Une nouvelle génération d'étudiants sortant des écoles de commerce, voilà, dotés de ces outils de philosophie, donc d'un peu de recul peut-être. Merci Xavier Pavie. Je rappelle votre livre « L'innovation à l'épreuve de la philosophie » sorti au PUF en 2018, donc au cœur de la réflexion que vous avez portée aujourd'hui. Donc pas de comité Théodule, et il faut d'abord être soi-même habité par les éléments que vous nous avez transmis avec passion. Merci Xavier, vous revenez quand vous le souhaitez dans notre rubrique Smart et Philo. On fait une courte pause et on va s'intéresser à un débat. Alors c'est presque aussi transcendantal, c'est la réorganisation des espaces de travail. C'est le travail ne ressemble plus à ce qu'on a connu, métro, boulot, dodo et bureau. C'est fini, tout ça vole en éclats. On l'a évoqué il y a quelques instants et on va en parler avec des acteurs de cette transformation, notamment un responsable de chez Havas qui a transformé intégralement les espaces de bureau et ça marche. On en parle juste après cette courte pause.